Bonjour, je suis Agnès Benayer, la commissaire générale de l'année France-Corée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pour ouvrir à vos côtés ces 16e rencontres organisées par Paris Images Cinéma, l'industrie du rêve, qui a choisi de mettre la Corée du Sud à l'honneur. Vous le savez certainement, l'année France-Corée a été inaugurée le 18 septembre 2015 et elle célèbre 130 ans de relations diplomatiques entre la France et la Corée, 130 ans d'amitié entre nos deux pays. Lors de cette inauguration du volet en France, nous avons échangé avec ce pays ce que nous avions en quelque sorte de plus précieux, le rituel du Jongmyo-Jeryak, jamais sorti de Corée et joué une seule fois au temple de Jongmyo le week-end du 1er mai, et la tour Eiffel qui a été illuminée aux couleurs de la Corée. Depuis cette date se déroulent partout en France des événements, des manifestations dans toutes les disciplines qui invitent les Français à découvrir un pays encore trop méconnu et qui pourtant nous ressemble beaucoup, notamment sur les questions de l'identité culturelle. Dans quelques semaines, nous ouvrirons l'année de la France en Corée qui se déroulera de mars à décembre 2016 avec elle aussi plus de 150 événements destinés à montrer toute la créativité et l'innovation et les talents jeunes et le patrimoine de la France aux Coréens. Alors l'année France-Corée, c'est une histoire de rencontres, comme celle-là même que vous organisez. Des rencontres entre artistes, des rencontres entre institutions culturelles, entre professionnels, entre politiques, entre entreprises, entre universités, entre chefs étoilés, sportifs, réalisateurs, producteurs, techniciens. Des rencontres qui permettent de densifier et d'intensifier nos relations dans tous les domaines et qui permettent de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations qui puissent être pérennes au-delà même des événements que nous organisons cette année. C'est véritablement avec cette volonté de pérenniser ces relations que nous avons bâti la programmation de l'année France-Corée avec le président Henri Loirette, en faisant dialoguer le plus souvent possible les Coréens et les Français, en cherchant à apprendre des uns des autres, pour reprendre le thème de la deuxième table ronde de cette matinée. Bien sûr, dans le domaine du 7e art, ces échanges sont anciens et féconds. C'est sans aucun doute à travers son cinéma que nous avons découvert la Corée. On dit souvent entre nous que serait Cannes sans le cinéma coréen. La France a été l'un des premiers pays à distribuer des films coréens dès la fin des années 80. Et en cette année de la Corée en France, nous avons à cœur bien entendu de le promouvoir encore davantage auprès du grand public français. De nombreux festivals lui consacrent de très belles programmations. Je pense en ce moment même au Festival des cinémas d'Asie de Vesoul, à Clair Obscur Travelling à Rennes, au Festival des femmes de Créteil ou encore au Festival d'animation d'Annecy. Je pense encore aux très belles programmations du Forum des images, Séoul Hypnotique, qui avait inauguré l'année de la Corée en France et consacré notamment une carte blanche à Busan et accueilli Johnson Hill qui sera ici présent. Et bien sûr, à l'exceptionnel travail en ce moment encore montré à la Cinémathèque française qui a eu ce pari fou de montrer près de 80 films du réalisateur Incomtech. Les années servent aussi à cela. Et la Corée aime le cinéma français, comme en témoignent les bons résultats des films français en 2015. Qui, entre blockbusters américains, on connaît les chiffres de Avengers Jurassic World cette année, les productions locales comme Assassination Vétéran ou Inside Man, les films français ont réalisé cette année 3 500 000 entrées en salle pour 42 films français distribués, avec de très beaux succès à souligner pour les films d'animation comme Le Petit Prince et Moon, le gardien de la Lune. Nous aurons bien entendu aussi à cœur de soutenir encore davantage cette diffusion à l'occasion de l'année de la France en Corée, en organisant notamment avec Unifrance un tour du cinéma français. Ce tour proposera au public coréen une semaine d'avant-première de films français, déjà achetés par des distributeurs coréens, mais non encore sortis en salle. Ainsi, une dizaine de films seraient programmés durant une semaine sur les écrans ARC du réseau CGV à Séoul, mais aussi dans l'ensemble des villes coréennes. Rappelons également, pour témoigner encore de cette amitié cinématographique entre les deux pays, que la dernière édition du Festival de Busan a mis la France à l'honneur, avec une belle délégation d'acteurs et de réalisateurs. En présence de la ministre de la Culture,
qui a remis aussi à cette occasion les insignes d'officier des arts et lettres à Aung San Suu, qui en plus l'a accepté. Alors oui, la France et la Corée partagent ce même amour du cinéma et le cultivent. Mais au-delà d'une curiosité réciproque des publics pour nos cinématographies respectives, d'une appétence partagée à découvrir nos cultures, il existe aujourd'hui, et grâce à vous tous, un véritable réseau d'échanges entre professionnels qui ont fait naître de merveilleux projets franco-coréens. Avec le soutien des institutions, des producteurs, et il y en a de remarquables dans cette salle, ces projets, ces films, ont bien souvent vu le jour grâce à la passion, à l'engagement, à l'énergie, aux talents évidemment qui sont déployés pour aboutir à la réalisation de productions comme de coproductions comme le magnifique film projeté hier soir d'Ouni Lecomte, Une vie toute neuve, qui a travaillé avec Kim Soo-seok ici présent, ou le long métrage d'animation Couleur peau de miel de Laurent Boileau. Les témoignages et les débats qui vont se succéder tout au long de cette journée vont témoigner avec force de ces expériences et questionner la relation dans toutes ses dimensions. Production et coproduction, échange de savoir-faire, adaptation de la case à l'écran, collaboration technique, l'état des lieux promet d'être riche. Il est réellement incontournable pour identifier les contraintes et les leviers qui permettront à l'avenir de consolider ces liens existants, d'amplifier nos collaborations, de créer de nouveaux modèles de coproduction, au-delà peut-être des seuls marchés nationaux. Alors permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier encore pour avoir initié ces rencontres dans ce lieu si ouvert aux cultures du monde et qui a accueilli, je m'en souviens, les premières représentations du pansori ou du chamanisme en France. Permettez-moi encore de souligner la qualité de votre programme, de l'organisation, de sa communication, de cette journée qui sera, pour faire un clin d'œil à Aung San Suu et Isabelle Huppert, Just Right Now, un jour avec, in another country. Je vous remercie. Donc, je vous présente les intervenants qui vont participer à cette première table ronde. Donc, Michel Plazanet, vous êtes directeur adjoint des affaires européennes et internationales du CNC. Julien Izano, qui est à côté, conseiller aux affaires bilatérales du CNC. Guillaume Decelle, donc producteur avec votre société Arizona Film, et vous avez notamment coproduit le film La rivière Tumen, qui est sorti en 2010, du réalisateur Zhang Lu. C'était une coproduction franco-sino-coréenne, c'est bien ça? Pas sino officiellement, d'accord. Officieusement. Alors, Alexis Dantec, vous êtes producteur avec votre société The French Connection. Vous avez produit notamment Les Nuits Rouges du Bourreau de Jade en 2011. Vous êtes directeur général aussi de la Sofica, donc la société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel, donc Cofinova pour être plus précis. Lyon, merci d'être avec nous. Vous êtes producteur donc pour la Myung Film. Vous avez produit notamment le film L'île de Kim Ki-duk. Et encore, par exemple, Joint Security Area, que vous pourrez voir ce soir à l'entrepôt, dans le 14e arrondissement à 20h. Vous êtes aussi président de l'Association des producteurs coréens. Donc voilà, ce que je souhaitais d'abord faire, c'est qu'on puisse regarder une première diapositive qui va donc s'afficher à l'arrière de vos sièges et qui est en fait un résumé des différents chiffres qui comparent la France et la Corée du Sud. Quelques chiffres donc sur le cinéma français, sur le cinéma coréen. Donc on peut voir déjà une première chose, c'est qu'on a mis déjà des éléments tout simples pour un peu identifier les pays, la superficie et le nombre d'habitants. Voir déjà que la Corée du Sud est un petit pays mais avec une forte démographie. Voir que le nombre d'écrans n'est pas du tout le même comparé à la France. On est à 5650 écrans en France et 1900 en Corée du Sud. Le nombre de films sortis, alors il est assez impressionnant en Corée du Sud, puisqu'on est à 1117 films qui sortent chaque année. Donc il y a un turnover incroyable, dont 232 donc pour l'année 2014, puisqu'on est sur des chiffres de 2014, 232 films coréens. En France, on est à 676 en 2014, dont 258 français. Le nombre d'entrées, alors c'est aussi assez exceptionnel, puisqu'on a 206 millions pour 2015 en France, et on en est à 217 millions en Corée du Sud.
L'année dernière, en Corée du Sud, on était à peu près à 215 millions. Et quand M. Lee a commencé à travailler pour la Myung-Fing en 1995, on était, je crois, à 45 millions. Donc on est passé de 45 millions à 217 millions d'entrées en une vingtaine d'années en Corée du Sud. La part de films nationaux dans les box-office respectifs, ça c'est aussi peut-être une particularité donc, du cinéma coréen, c'est qu'il est à 52%, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que les films coréens sont majoritaires à l'écran. En France, on a un très bon pourcentage aussi, on a 35,2%. Vous pourrez en discuter justement, je sens que ça va s'échauffer sur ceci. Donc, et j'aimerais aussi qu'on voit la deuxième diapositive, qui est en fait le box-office donc 2015 en France et le box-office 2015 en Corée du Sud. Alors, on peut voir par exemple en Corée du Sud qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films coréens dans les 10 plus grosses entrées en Corée du Sud. Donc, il y a 7 films coréens, dont le premier film dépasse les 13 millions, 12 millions. On est vraiment à des niveaux d'entrée qui est assez exceptionnel en termes de volume. Et en France, on a 2 films français et on est un peu trusté par les Américains. Donc moi, je voulais vous faire réagir tous autour de cette table, et peut-être Michel Plazanet et Julien Izzano en premier lieu, sur ce qu'indiquent ces chiffres-là et ce qu'ils vous donnent à penser. Peut-être Julien ou Michel, comme vous le souhaitez. Michel. Je commencerai, Julien complétera. Effectivement, ces chiffres sont très intéressants. Ce qui donne à penser, la première chose, me semble-t-il, c'est que la France et la Corée sont 2 grands pays de cinéma. Donc, parce que là, on compare la Corée avec la France, mais il faut comparer avec l'ensemble des autres pays. Donc, le nombre d'entrées par habitant, effectivement, en Corée, là, dépasse désormais 4 entrées par habitant et par an. En France, on est un peu au-dessus de 3. Donc, avec 3 entrées par habitant en France, on est, je pense, le premier pays en Europe. On est le premier pays en Europe, en tout cas dans l'Europe des 28. Je crois qu'en Europe un peu élargie, je crois qu'on est dépassé peut-être... non, je ne suis même pas sûr. Je crois qu'on est dépassé par personne. La Corée, avec 4 entrées par habitant, doit se situer dans les premiers pays du monde. Et donc ça veut dire qu'il y a une appétence pour le cinéma qui est très forte dans les 2 pays. Donc c'est déjà quelque chose en commun qui est très important. Ensuite, sur les parts de marché, là aussi, effectivement, la Corée fait encore mieux que la France, et bravo, félicitations pour arriver à plus de 50% de parts de marché avec des scores phénoménaux pour les premiers films, là, plus de 13 millions d'entrées pour le film leader. Bon, ça, là aussi, les pays qui ont une part de marché nationale, on va dire, supérieure à 20%, dans le monde, ils se comptent sur les doigts d'une main. Alors voilà, si on accepte bien sûr les États-Unis, qui eux-mêmes ont chez eux une part de marché de 95%, mais qui, à l'étranger, ont une part de marché qui est en général comprise entre 70 et 99%, on va dire. Donc ça veut dire, dans les 2 pays, il y a une appétence pour le cinéma national. Bon, ça, on peut en discuter longtemps. Quelles sont les raisons, hein. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs politiques, évidemment, hein. Il y a aussi une volonté forte des pouvoirs publics pour promouvoir le cinéma national. Donc ça sera intéressant d'avoir le point de vue effectivement des Coréens sur les raisons de ce succès du cinéma national. En France, cette année, en 2015, on a fait un score un peu moins bon que d'habitude, hein, avec à peine plus de 30%. La fourchette se situe, c'est entre 30 et 50% selon les années. Voilà, en 2015, il n'y a pas eu de film français qui a réalisé de score énorme. En revanche, il y a eu quelques films américains, notamment donc Star Wars à la fin de l'année, qui ont permis au cinéma américain d'atteindre à peu près 50% de part de marché. On peut dire un mot effectivement sur le réseau de salles. Le réseau de salles en France, il est assez exceptionnel, à la fois par le nombre d'établissements, plus de 2000 cinémas et donc plus de 5000 écrans en tout. Donc une densité, mais aussi un maillage très fort sur l'ensemble du territoire. Donc des cinémas présents, y compris dans des petites villes. Une volonté aussi politiquement très forte des élus nationaux et locaux de préserver un réseau de salles de cinéma jusque dans les petites villes, où le cinéma est souvent le seul équipement culturel. Ça, c'est assez unique en Europe.
Donc on a beaucoup plus de salles en France que par exemple en Allemagne, en Italie ou en Espagne, pour prendre des pays comparables en termes de population. Et c'est quelque chose auquel on tient énormément au CNC. Il y a une politique très forte de soutien aux salles dans toute leur diversité. Voilà. Un petit clin d'œil sur aussi le nombre d'entrées. Je crois qu'effectivement, j'avais lu quelque part, c'est peut-être à confirmer, que le cinéma qui fait le plus d'entrées dans le monde se trouve en Corée, je pense à Séoul. Et le numéro 2 est à Paris, c'est l'UGC Léal qui fait plus de 3 millions d'entrées par an. Donc il y a effectivement des méga multiplex en Corée et en France qui réalisent des scores très importants. Mais bon, voilà, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi un réseau de salles très très performant sur l'ensemble du territoire. Voilà, Julien, tu veux compléter peut-être sur ces aspects ? Je vais peut-être ajouter juste une petite chose en fait sur les salles. Alors, ce qui est très intéressant aussi en Corée du Sud, c'est que les salles sont souvent situées dans des malls, donc c'est-à-dire vraiment des grands complexes commerciaux, ce qui fait que en fait ça amène aussi à avoir beaucoup d'entrées, parce que par exemple les parents vont laisser leurs enfants dans des jardins d'enfants qui sont situés dans les malls, ils vont faire les courses, les adolescents vont aller au cinéma quand les parents vont faire les courses, les parents vont voir les films quand les enfants sont dans les jardins d'enfants qui sont dans les malls. Donc il y a aussi ce côté, on va dire, de centralisation dans les malls qui n'est pas du tout notre culture à nous, d'avoir justement des cinémas, je ne veux pas dire municipaux, mais aussi d'avoir des cinémas qui sont dans les villes et dans les villages. Il y a une recentration vraiment dans des lieux de commerce et de culture très importants. Ça change aussi, je pense, la manière d'aller au cinéma. Ils sont aussi à la pointe sur beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà sur les salles 4D. Alors chez nous, ça reste encore une curiosité, mais ils ont à peu près, on pourra peut-être en parler, mais ils ont à peu près 35-40 salles en 4 dimensions. Donc 4 dimensions, c'est quoi ? C'est tout simplement d'avoir, alors c'est assez drôle, c'est que vous avez des jets de vapeur d'eau quand, exemple, dans le film, il y a quelque chose qui correspond à des attitudes, des vapeurs, des éléments liés à l'aquatique. Vous avez les sièges qui tremblent lorsqu'il y a un tremblement de terre ou lorsqu'il y a des voitures qui passent à côté de vous, etc. Ça, ils sont aussi très à la pointe. Moi, j'ai pu le tester, pas en Corée, mais en Chine, CGV, et qui est d'ailleurs une filiale donc, de CG, qui est une des plus grosses structures de production, mais on en parlera peut-être après. Qu'est-ce qu'ils ont encore ? Ils seront aussi à la pointe, par exemple, quand il y a eu beaucoup de comédies romantiques qui se sont développées dans les années 2000, ils ont été parmi les premiers pays à faire des sièges pour couples. Alors ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve par exemple au Pâté Bourguerenel, pour donner un exemple, mais c'est quelque chose qu'eux ont tout de suite perçu. Ils se sont dit, bon, comme on va mettre des comédies romantiques, des choses un peu humoristiques, mais autour de l'amour, des couples, etc., il faut qu'on fasse justement, qu'on aménage la salle vis-à-vis des films qu'on propose aussi. Et donc, ils ont été parmi les premiers pays à mettre des sièges de couple. Donc ça, c'est pour compléter un peu l'approche qu'ils ont aussi pour attirer le public dans les salles. Sans parler encore, comme en Chine, il y a beaucoup d'accords avec des banques pour avoir... exemple, si vous avez une carte de crédit, vous avez des réductions particulières. Il y a beaucoup d'agréments pour vous faciliter l'économie pour aller au cinéma, en tout cas de ce côté-là. Damien, excusez-moi, si vous permettez un dernier mot de réaction par rapport aux chiffres que vous avez présentés. C'était la statistique concernant le nombre de films distribués. Donc on a vu, ce serait intéressant d'avoir une réaction coréenne sur ce chiffre énorme de plus de 1000 films distribués dans les salles en Corée en 2015. Sachant qu'en France, avec plus de 600 films, on a déjà une diversité énorme qui est aussi la plus large en Europe, grâce aussi à une politique des pouvoirs publics très forte de soutien à cette diversité. Donc pour nous, la diversité cinématographique, c'est un des maîtres mots de la politique du CNC, l'encouragement à la diversité pour que des films de tout genre, de tous horizons, de toute nationalité puissent être distribués dans les meilleures conditions possibles. Alors, je complète juste, il y a à peu près 1700 films, si je ne me trompe pas, avec les patrimoines en France, c'est-à-dire des reprogrammations. Plus de 7000 en fait. Plus de 7000, parce que moi j'avais lu sur le site du CNC 1700, mais plus de 7000, c'est incroyable. Non, en plus des chiffres qui ont été montrés, ce serait intéressant de connaître un peu d'avoir des idées sur la pyramide des âges, des choses comme ça, et les genres aussi qui sont produits et vus. Ce serait intéressant aussi, parce que je pense qu'il y a on pourra en discuter, mais il y a une question sur les genres qui est assez importante. La pyramide des âges que mentionne Julien, effectivement, le public de cinéma en France est plutôt vieillissant actuellement. C'est-à-dire que les entrées étaient faites majoritairement par les jeunes il y a une vingtaine d'années,
Et la tendance s'est inversée assez rapidement sous l'influence notamment de l'Internet, le développement des écrans, des nouveaux usages. Et aujourd'hui, le public de plus de 50 ans fait le succès des films. Enfin, on peut mettre un bémol, hein, c'est pas vrai tout le temps, mais globalement, en tout cas, il y a un vieillissement de l'âge moyen du spectateur assez sensible, alors qui est lié au vieillissement global de la population, mais aussi à des facteurs culturels et technologiques et développement de nouveaux usages. C'est vrai que comparé en Asie, par exemple, et en Corée du Sud ou en Chine, c'est plutôt un bain de jouvence, c'est-à-dire c'est plutôt des jeunes qui vont au cinéma parce que, comme le soulignait Julien, il y a beaucoup de cinéma de genre, donc il y a des films, je veux dire, soit les comédies romantiques qui sont populaires, des comédies humoristiques, on va en parler de toute façon, il y a des films de policiers qui sont très bien exploités, il y a des films de guerre, il y a des films d'action importants, des films d'époque, donc c'est des films qui ont un intérêt peut-être justement pour le public jeune, quoi. Julien, Guillaume, vous avez peut-être... Non, pas du tout. Pas tout de suite. Peut-être Monsieur Lihun, alors, est-ce que vous pouvez justement parler... vous êtes depuis les années 95, donc au milieu des années 90, vous avez pu voir l'évolution de la production cinématographique. Comme je le soulignais au départ, il y avait 45-48 millions d'entrées en 95. Aujourd'hui, on en est à 217 millions en Corée du Sud. Qu'est-ce qui a changé depuis ces années 90 jusqu'à aujourd'hui? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous briefer un petit peu sur cette évolution qu'on a depuis une vingtaine d'années des productions coréennes? 어려운 얘기를 간단하게 하려니까 좀 힘들지만 해보겠습니다. Je vais essayer en sachant que ça va être un peu difficile de résumer et de tout synthétiser en un petit discours. 90년대부터 그 한국 영화, 그러니까 미국 영화가 한국에서 직접 배급을 못하던 것을 시장을 개방하고 그 동시에 한국의 대기업들이 영화 산업에 뛰어들어서 지금까지 온 것이 한 가지 특징이라고 할 수 있고요. Alors une des spécificités, c'est que le marché du cinéma coréen a évolué dans les années 90 quand justement les distributeurs ont pu ramener des films américains en Corée du Sud, et en fait le cinéma a vraiment été mis en avant dans les années 90 en Corée. 한국 영화인들이 90년대 시장이 개방될 때 프랑스의 영화 보호 정책을 참고해서 스크린 쿼터 운동을 하면서 또 영화를 잘 만드는 운동을 하는 세대들의 어떤 영화 운동, 이것이 또 한 축을 이뤘다고 생각합니다. Et également, il y a eu un réel mouvement pour cette génération qui ont produit beaucoup de films, qui ont réalisé les films en fait dans les années 90. La Corée en fait a pris modèle sur la France, c'est-à-dire par exemple en adoptant le système en fait des quotas pour par exemple sortir un nombre de films nationaux coréens etc. pour essayer vraiment de promouvoir le cinéma coréen. 그래서 지난 20년 동안 적어도 양적으로는 오늘 통계에서 봤듯이 한국 영화가 굉장한 발전을 이룬 것으로 보여집니다. Et c'est pour cela qu'effectivement, comme vous avez pu le voir sur ces chiffres, on a vraiment cette impression que le cinéma coréen a énormément progressé et s'est développé en fait aussi bien sur la quantité que sur la qualité. 하지만 또 한편으로는 지난 20년 동안 이루었던 한국 영화의 산업화가 아까 말씀하신 그 한국 영화의 다양성을 심각하게 훼손하고 있다. 또 그런 면에서 지금 작은 영화, 다양한 영화들이 위기를 맞고 있다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. Mais d'un autre côté, on peut également dire aussi que cette diversification du cinéma coréen et ce développement, cette industrialisation a permis effectivement aux grosses maisons de production de mettre en avant leurs films, mais d'un autre côté, ça peut aussi jouer en défaveur pour les petits cinémas indépendants, par exemple, en Corée actuellement. 일단 간단하게 이 정도 말씀드리겠습니다. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est vrai que cette année 2015, en tout cas, était une année particulière pour la Corée du Sud, puisqu'on a vu qu'il y a un rétrécissement au niveau de la production des films, qu'on peut dire indépendants. Et il y a de moins en moins de place pour l'exploitation en salle, puisqu'il y a un rendement à tenir, déjà, un, avec le turnover qu'il y a, et deux, avec les productions qu'ils ont. C'est-à-dire,
les films d'horreur. Alors, les films d'horreur, ça a été aussi une des grandes, j'allais dire, un des grands mouvements dans les années 2000 en Corée. Il y a eu Deux Sœurs, il y a eu Chaussures Rouges, il y a eu enfin, tellement de films, Memento Mori, etc. Il y a eu beaucoup de films qui ont marqué un moment cette époque. Moi, je me rappelle bien parce qu'à cette époque-là, en tant que cinéphile, nous, je ne sais pas ce que vous faisiez vous justement, mais en tant que cinéphile, on achetait les coffrets en import, les coffrets coréens. Alors c'est une légende, c'est des coffrets magnifiques de films, c'est-à-dire on n'a jamais vu ça, c'est eux qui font le plus beau packaging, le plus beau travail sur ces choses-là, ils vous font des choses merveilleuses. Et donc ils ont développé les films d'horreur dans les années 2000, vous avez eu beaucoup de films de genre, beaucoup de films primés aussi, et 2015 est une année qui remet en considération un peu tout ça, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de grosses productions, qui, on va dire, est un rouleau compresseur, mais qui, justement, laisse peu de place au reste. Est-ce que vous confirmez cela? 제가 그 질문을 정확히 이해했는지는 모르겠지만은 15년 영화들을 보면은 이제 그 우리가 텐트폴 영화라고 하는 1000만 넘는 영화들이 그 한 3편, 4편 가까이 나오고 있습니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 2000년대, 90년대, 2000년대의 어떤 비주류 영화들이 장르 영화로 되면서 그 관객들에게 신선한 재미를 줬다 그러면은 지금은 이제 그 극장이 거진 포화 상태에 이른 그 한국 영화 극장에 어떠한 큰 블록버스터 영화들을 여름과 겨울에 배치할 것이냐라는 전략하에서 영화들이 만들어지고 개봉됨으로써 한국 영화 자체의 인구는 늘고 있지만 영화 자체의 그 신선함이 줄어들지 않았나 이렇게 보고 있습니다. Oui, effectivement. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris cette question, mais en tout cas, si je peux en résumer. Je pense que, comme vous l'avez dit, dans les années 90 jusqu'en 2000, il y a eu énormément de films aussi indépendants, ceux qui ont été donc considérés comme des films de genre et qui ont donné cette fraîcheur à la cible des spectateurs en fait coréens. Tandis que maintenant, effectivement, avec toutes ces grosses productions, parce que chaque année, en fait, en Corée, il y a environ 3 à 4 gros blockbusters qui font vraiment des grosses entrées. Et en fait, il y a eu cette stratégie qui a été mise en avant en Corée actuellement dans la société de nos jours, c'est que vraiment, ils font en sorte, pour sortir dans les multiplex, que les gros films qui vont avoir un succès en Corée. Donc du coup, ça laisse effectivement beaucoup moins de place pour les films indépendants. Et je pense que c'est un petit peu dommage de perdre cette fraîcheur du cinéma indépendant en Corée. 그래서 서너 편에 1000만 관객이 넘는 한국 영화가 수익률과 한국 관객의 동원에는 숫자적으로 이바지하고 있지만 한 관객이 100만이나 200만 들면서 건강하게 흥행을 성공하는 영화들이 숫자가 너무 줄었다라는 것과 그다음에 독립 영화를 하기가 굉장히 어려워졌다 이런 걱정들을 지금 하고 있습니다. Donc effectivement, oui, il y a des gros soucis par rapport à ce système en Corée qu'on peut voir avec ces grosses productions qui sont seulement mises en avant dans les multiplex, etc. Et du coup, ceux qui font beaucoup moins d'entrées, en fait, si on peut dire comme cela, les films indépendants perdent leur place de plus en plus et ils n'ont même plus de salles, en fait, pour pouvoir les passer. Donc du coup, les réalisateurs qui commencent et leur carrière aussi qui font des productions, on va dire à petite échelle, elles ont vraiment de plus en plus de difficultés. 산업적으로는 그 수익률을 중요시 여기는 자본과 관련해 가지고 지금 한국 영화가 너무 산업화된 거에 따른 폐해가 한쪽으로 있고 독립 영화나 저예산 영화 같은 경우는 정부의 지원에 의존해서 만들어지는 경향이 있는데 그 부분들은 또 지금 정부 두 번에 이어진 한국의 그 보수 정부의 그 영화 정책이 조금 보수적으로 바뀌면서 다양한 그 소재 영화를 만들지 못함으로써 또 활기를 좀 잃고 있습니다. Alors donc les grosses productions, effectivement, ça aide à faire évoluer et à développer en fait l'industrie du cinéma coréen, certes, et à faire progresser le nombre d'entrées, etc. Mais d'un autre côté, par exemple, les réalisateurs qui vont faire des films indépendants ou sinon qui vont essayer en fait de faire des films à petit budget, jusqu'alors maintenant, en fait, jusqu'à il y a donc quelques années, ils se faisaient aider en fait par les
les subventions du gouvernement. Sauf que là, en fait, depuis donc, les 2 derniers gouvernements en Corée, qui sont plutôt, on va dire, assez conservateurs, en fait, il y a des sujets qu'on ne peut pas vraiment aborder librement et du coup, il y a forcément beaucoup moins de liberté pour ces jeunes réalisateurs qui veulent essayer de faire des choses à leur manière. 그래서 개인적으로 한국 영화가 지난 20년 동안 많이 발전을 해왔지만은 이제는 다시 조금 과거로 돌아가서 어떻게 영화를 보호하고 다양한 영화들이 다시 활발하게 만들어질 수 있을 것이냐에 대한 고민을 해야 되는 시점이라고 보고 개인적으로 오늘 이런 자리에서 그 CNC 관계자를 포함해서 함께 이런 문제를 얘기할 수 있는 거에 대해서 굉장히 좋은 기회라고 생각합니다. Donc je pense qu'on est arrivé à un stade au bout de ces vingtaines d'années où on a pu vraiment voir l'évolution du cinéma coréen dans tous les sens. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un stade où il faut vraiment plutôt regarder un petit peu vers le passé, voir comment on pourrait continuer à préserver ce cinéma, oui. Et donc pour essayer d'avoir en fait vraiment des genres différents, pour avoir ce genre de cinéma assez diversifié. Et je suis vraiment ravie et honorée d'être là aujourd'hui parmi vous avec toutes ces personnes et avec le public pour parler de ce genre de sujet. Merci beaucoup. Donc Alexis Dantec, vous voulez peut-être ajouter? Oui, je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, je vous confirme que le problème d'accès aux salles est uniformément partagé aussi en France. C'est-à-dire que c'est un problème qui est de plus en plus important pour le cinéma indépendant et se pose la question de... chez nous, il y a la diversité produite, qui est en effet très importante, mais la diversité consommée, c'est-à-dire comment on peut vraiment accéder aux salles, est un problème important. Mais vous avez cité pendant votre intervention la politique de quotas, en rendant hommage à la France, en disant que vous étiez inspiré de la France. À ma connaissance, il n'y a pas eu de quota en France de salles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un moment où on défendait un cinéma national en France à ce titre-là. Il y a eu plein d'autres manières de faire, mais pas celui-là. Il y a eu ça en radio, par exemple, où on obligeait à passer des chansons en langue française, etc. Donc ma question, c'est, je crois me souvenir qu'il y a eu 2 phases, c'est-à-dire qu'il y a eu une première phase où il y avait un nombre de jours réservé, et puis ensuite ça a été pris dans la négociation avec l'OMC, donc ça a été ensuite rebaissé. Je voulais savoir où ça en était aujourd'hui, et est-ce que c'était une des pistes que vous voudriez remettre en place si elle a disparu? En fait, donc il y a eu un moment des quotas importants. Ensuite, ces quotas ont baissé. Si vous pouvez rappeler le nombre de jours que c'était, et puis ensuite, si c'est quelque chose qui est encore d'actualité ou qui ne sert plus du tout, 아까 잠깐 말씀드렸지만 그 한국 영화의 경쟁력이 약하던 90년대에 시장이 미국 영화한테 시장이 열리니까 한국 영화는 보호를 필요로 했고 그 보호는 기존의 영화법에 있었지만 지키지 않았던 스크린 쿼터를 유지하는 것이라고 영화인들이 판단했었습니다. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, dans les années 90, quand le marché a été ouvert en Corée, donc on a ouvert le marché en fait américain, il y a eu ce besoin, cette nécessité en fait de protéger le cinéma national. C'est pour ça qu'on a en fait mise en place et surtout essayé de suivre à la lettre en fait cette politique de quotas déjà à cette époque-là. 말씀하신 것처럼 프랑스는 방송 쿼터가 있었지만 한국 영화 법에는 지키지는 않았지만 스크린 쿼터라고 있었습니다. 1년에 146일을 한국 영화를 틀게 돼 있었던 거죠. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, oui, en France, il y avait cette donc politique dans les émissions télévisées, j'imagine, et à la radio. En Corée, il y avait en fait cette politique de quota dans le cinéma, même si c'était pas vraiment réellement appliqué. Là, par exemple, en Corée, il y avait ce nombre de jours, 146 jours étaient obligatoires pour passer en fait des films coréens. 법에 있었지만 극장주들은 한국 영화를 틀면 돈이 안 되기 때문에 손해 본다고 하면서 공공연히 그 날짜에도 외국 영화를 틀고 있었던 겁니다. Et à l'époque, effectivement, la plupart des propriétaires qui avaient en fait ces salles de cinéma dans les années 90 ne respectaient pas du tout cette politique en sachant très bien que ça n'allait pas en fait être bénéfique pour eux, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, même les jours où ils devaient passer énormément des films coréens, ils n'ont pas suivi du tout la politique et ils ont fait passer en fait des films américains à la place.
그 당시 한국 영화 점유율은 오늘 한국 영화 점유율 아까 50% 이상 봤지만 10%에서 15% 정도 됐었습니다. Car à l'époque, en fait, la part du marché du cinéma coréen n'était pas du tout au-dessus de 50%, comme on a pu le voir en 2015. Là, à l'époque, c'était plutôt entre 10 et 15%. 정부가 특별한 보호 정책 없이 시장을 열었을 때 그 당시 한국 영화인들은 법에 있던 146일을 지키는 운동을 하고, 즉 극장을 감시하고 고발하는 거였죠. 동시에 한국 영화를 잘 만드는 것이 한국 영화가 살 길이라고 판단했었습니다. Donc les cinéastes de l'époque coréens, ce qu'ils faisaient à cette période-là, c'est de surveiller et de monitorer un petit peu si effectivement les salles respectaient cette politique, et sinon effectivement de dénoncer les salles de cinéma qui ne respectaient pas la règle. 그런데 그래서 한국 영화 점유율이 20% 30% 오르기 시작하자 한국 경제가 어려울 때 헐리우드 메이저사들이 미국 정부를 통해서 한국 정부를 압박하기 시작합니다. IMF 때 스크린 쿼터라는 제도를 없애라고. Donc la part du marché du cinéma coréen a commencé à augmenter petit à petit. On arrivait enfin à franchir le pas des 20 à 30%. Et à cette époque-là, du coup, en fait, le gouvernement américain a commencé à mettre la pression au gouvernement coréen. C'était par exemple dans les années fin 90, quand il y a eu cette crise économique, les États-Unis, en fait, ils ont commencé à mettre un petit peu la pression en fait, au gouvernement coréen pour supprimer cette politique de quotas. 90년대 후반에 한국 경제가 IMF 위기로 오자 한국 관료들은 국민들의 경제를 위해서 영화의 쪽에서의 양보, 즉 스크린 쿼터는 어느 정도 없애도 되는 제도라고 판단하고 그렇게 움직였었습니다. Effectivement, le gouvernement coréen a plié et a suivi en fait donc du coup cette demande des Américains pour supprimer la politique sous prétexte que ça allait effectivement faire progresser l'industrie du cinéma et aussi la crise économique de la Corée. 그 90년대 후반부터 한 10여 년 동안 스크린 쿼터를 하루라도 줄이면 안 된다. 146일에서 하루라도 줄이면 안 된다라는 그 주장을 하면서 영화인들이 국민들을 상대로 설득해 나가기 시작했고, 미국 정부는 계속 한국 정부를 압박했고, 그 국민을 상대로 한 스크린 쿼터를 줄일 것이냐 말 것이냐, 없앨 것이냐 말 것이냐라는 싸움이 10년 동안 지속됐었습니다. Et pendant ensuite une dizaine d'années, ce combat perpétuel a été mis en place, c'est-à-dire les cinéastes coréens se sont battus pour dire non, il ne faut absolument pas supprimer cette politique de quotas, et le gouvernement américain qui effectivement continue à mettre la pression au gouvernement coréen pour dire évidemment qu'il faut la supprimer, et donc du coup cette bataille en fait a perduré pendant une dizaine d'années après. 그때 그 스크린 쿼터를 지켜야 되는 논리, 또 스크린 쿼터라는 제도, 이런 것들이 다 프랑스의 제도에서 왔던 거고, 지금 중국 정부가 시장을 개방하면서 방송 쿼터를 중국 영화법에 넣은 것도 다시 한국 영화의 그 상황을 보고 넣은 것이죠. C'est pour ça que je vous disais effectivement qu'on avait suivi ce système français, pas forcément directement lié au milieu du cinéma, mais c'est comme ça en fait qu'on avait essayé de mettre en place ce type de système aussi en Corée dans le cinéma, de l'adapter, et c'est ce qu'on peut voir aussi effectivement en ce moment en Chine. Par exemple, la Chine a bien vu comment le cinéma coréen avait pu progresser, le cinéma national a été conservé, et c'est ce qu'ils essayent aussi également de mettre en système. 그 이후에 현재 스크린 쿼터는 72일로 정부에서 줄여놓은 상태고, 이 72일, 그러니까 스크린 쿼터가 없어도 한국 영화 점유율이 높기 때문에 그 틈을 타서 현재 72일로 줄어져 있는 상태입니다. Et actuellement, donc cette politique a été revue à la baisse évidemment, et on est actuellement à 72 jours, effectivement, parce que maintenant effectivement la part du marché du cinéma coréen a vraiment bien pu progresser, et donc du coup le gouvernement s'est arrêté en fait à 62 jours. 지금은 한국 영화가 52% 점유, 50% 이상의 한국 영화가 자국 시장 점유율을 보이고 있지만, 언젠가 한국 영화가 다양성을 잃고 관객으로부터 사랑을 못 받으면 그 72일도 가장 소중한 제도가 될 거라고 생각합니다.
Bon, effectivement, pour l'instant, on a la chance d'avoir la part du marché du cinéma coréen qui avoisine les 50% ou même au-delà. Mais le jour où on perdra en fait cette variété de films de genre coréen, je pense qu'en fait cette politique de quota des 72 jours sera vraiment l'une des plus précieuses en Corée. 잘 알다시피 자기 나라 말로 된 자기 나라 영화가 없는 나라들은 지구상에 많이 있죠. Parce que, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de pays où ils n'ont pas leur propre cinéma, dans leur langue, etc. Bien, alors pour rendre hommage un peu au travail de production qu'a fait M. Leeun, on va regarder une bande-annonce, celle de Joint Security Area, que vous pourrez voir ce soir, donc je le rappelle, à l'entrepôt. Et on en parlera juste après, j'aurai une question à Alexis Dantec et à M. Leeun. Ouais, j'espère que ça vous a mis en appétit pour ce soir. Justement, alors ça c'est le troisième film en fait de Park Chan-wook. Les deux premiers, il n'ose plus trop en parler parce que ça a été des beats complets. Donc c'est officiellement son premier film, et c'est grâce donc à M. Leeun qu'on connaît aujourd'hui le Park Chan-wook qui nous a fait vibrer en tout cas avec différents films, et ça a été son premier gros succès. Ma question maintenant pour M. Leeun et Alexis Dantec, c'est aujourd'hui quel est le profil en fait des investisseurs, des partenaires financiers qu'on peut trouver en Corée pour des productions, qu'elles soient indépendantes ou des productions plus importantes, comme on peut le voir là avec JSA, ou des productions contemporaines et qui sont des blockbusters? Je peux peut-être en parler un peu. En fait, donc, moi je m'occupe d'une Sofica, c'est-à-dire un fonds spécialisé d'investissement dans le cinéma en France, en majorité en France, et qui a une taille très petite, très modeste. C'est-à-dire que si on regarde un plan de financement d'un film français, je ne sais pas quel est l'habitude des gens dans cette salle par rapport à ça, mais donc ce qui frappe quand on regarde un plan de financement français, c'est qu'il est très divers, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du financement public, du financement parapublic, de l'argent qui vient de chaînes de télévision qui sont contraintes dans leur investissement, il peut y avoir des régions, il peut y avoir... Voilà. Et pour finir ce plan de financement, à la toute fin, on fait intervenir les distributeurs, les vendeurs à l'étranger qui viennent apporter un avaloir, un minimum garanti sur les ventes à venir, et puis donc ce qu'on appelle les Sofica, qui sont les fonds d'investissement qui sont à peu près les seuls à être pérennes dans le secteur, c'est-à-dire qui restent là depuis leur création en 85 et qui représentent vraiment quelques pourcents par rapport au plan de financement. Si on compare ces plans de financement donc, qui sont structurés de manière très complexe en France et qu'on compare ça avec ce que je connais des films coréens en tout cas, ce qui frappe c'est l'extrême simplicité du plan de financement coréen puisqu'il correspond à une ligne, c'est-à-dire les investisseurs privés. On n'a pas, en tout cas pour... la majorité de la production, on n'a pas cette diversité qui permet de produire de manière, comment dire, à la fois un film très commercial qui ira plutôt chercher une chaîne de TF1, Canal+, et puis un gros minimum garanti d'un groupe, et à l'inverse, un film de l'avance sur recette qui va s'appuyer sur une région, sur des aides particulières, sur un petit distributeur, etc. Donc, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est vraiment la grosse différence de financement des deux productions. Et évidemment, ça s'appuie sur la grande force de la salle, c'est-à-dire que la plupart du financement, si je ne me trompe pas, vient vraiment d'investisseurs qui cherchent à recouper leur investissement sur la salle, et on voit bien que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, puisque les films fonctionnant, ça permet de refinancer les films, et donc de faire des choses de plus en plus spectaculaires. Moi, ce qui m'a marqué là dans le top 10 que vous avez montré, c'est, j'ai pas vu tous les films coréens dont on parle, mais à leur titre, on imagine bien que ce ne sont pas forcément des comédies comme a pu les deux autres, c'est-à-dire Les Profs 2 et Aladdin. On est vraiment dans des films qui vont chercher le spectaculaire, qui vont chercher un certain genre dont tu parlais tout à l'heure, qui est pas du tout notre cas ici, et qui fonctionne pas quand on le fait. C'est-à-dire aujourd'hui le film de polar, le film de genre français, c'est presque quand le spectateur français voit qu'il est français, c'est presque rédhibitoire. Donc moi, ce qui me marque vraiment, c'est qu'on a vraiment cette grande différence dans la manière de financer. On a d'un côté tout un système de pompe à finance qui a été mis en place pour permettre cette diversité, et de l'autre côté, en effet, quelque chose qui s'appuie beaucoup sur les investisseurs privés. Et donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en effet, le COFIC, qui est à peu près l'équivalent du CNC, sa politique était de plus en plus difficile pour maintenir cette diversité. C'est ça? 한국 투자 시스템, 프랑스 투자 시스템은 조금 더 이번 일을 계기로 공부하고 싶고요. 다만 프랑스는 CNC를 통해 가지고 여러 정책으로 다양한 영화를 만들 수 있게
지원이 이루어지는 거로 이해하고 있습니다. Oui, en fait, j'espère que ce sera l'occasion pour moi d'apprendre un peu plus justement sur le système d'investissement pour les cinémas français. En tout cas, de ce que je sais, effectivement, comme vous l'avez dit, je sais que le CNC apporte un rôle très important en fait pour les différentes façons de plans de financement pour aussi réaliser des films et surtout de genres différents. 그리고 프랑스 경우에 극장에서 또 TV에서 그 일정한 그 기금을 걷어서 CNC에서 운영하고 있는 걸로 알고 있습니다. Et d'après ce que je sais aussi, c'est que c'est aussi surtout en fait dans les grosses chaînes de télévision ou aussi qui permet aussi de faire récolter des fonds pour réaliser en fait, enfin pour investir dans les films. 다양한 영화 관련해서는 한국도 관객으로부터 극장에서 생기는 돈만 걷고 있고요. 그 돈으로 독립 영화랑 예술 영화를 지원하고 그리고 또 일정 돈은 펀드를 만들어 가지고 다른 돈들하고 섞어서 영화에 투자가 될 수 있도록 하고 있습니다. Donc en Corée, en fait, le système, effectivement, c'est ce que vous avez dit aussi par rapport en fait aux entrées des salles. On arrive aussi à financer quelques films aussi indépendants, par exemple, ou à essai. Et d'un autre côté, on a d'autres systèmes en fait de fondation pour récolter des fonds et pour essayer d'injecter en fait dans les cinémas en fait un peu à petit budget. 영화의 경우에 다양성 영화 같은 경우는 이러한 정부의 관객으로부터 걷는 돈과 그 돈을 통해서 영화 제작에 지원하는 정책의 그 방향이 되게 중요하다고 보여지는데 한국의 지금 정부가 그러한 그 영화 산업의 다양성에 관심보다는 조금 더 그 정권 차원의 관심이 많다 보니까 지금 그런 정책 부분에 좀 그 어려움이 있다고 보여집니다. Pour moi, il est évident en fait pour conserver cette diversité dans les cinémas coréens, il faut vraiment une aide politique en fait du gouvernement actuel et malheureusement, je pense que le gouvernement actuel en Corée apporte beaucoup plus d'importance, pas sur la diversité, mais plutôt sur comment en fait faire vraiment du profit sur l'industrie en elle-même du cinéma. Et je pense que c'est vraiment ce point-là qu'il faudrait essayer d'améliorer. 그러니까 최근 5년 넘도록 그 한국의 영화진흥위원회 문화부하고 영화계 현장하고 좀 진지한 토론이 부족했다고 보는 거죠. Par exemple, on peut dire que depuis ces 5 dernières années, durant ces 5 dernières années, il y a vraiment eu un manque considérable, par exemple dans les échanges entre le KOFIC et le ministère de la Culture coréenne, par exemple. 그래서 제가 아까 다시 좀 원점으로 돌아와서 프랑스의 제도도 연구하고 한국의 다양성 영화를 어떻게 만들어낼 것인가에 대한 정책적 고민이 필요한 시점이라고 말씀드린 겁니다. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que là, maintenant, actuellement, on était à un stade où il faut vraiment revenir un peu en arrière et revenir aux sources pour voir comment, en fait, on pourrait faire ensemble en sorte pour garder, en fait, cette diversité et continuer à développer, en fait, des genres différents. 오늘 통계에서 보신 52% 시장을 50% 이상의 시장을 나타내는 한국 그 영화 산업의 영화 산업의 자본은 극장을 소유하고 있는 한국의 두 군데의 대기업이 극장도 가지고 있고 배급도 가지고 있고 그래서 전체적으로 보면 네 군데의 한국의 큰 배급사가 한국 영화 산업 매출의 90% 가까이를 차지하고 있다고 보면 됩니다. Donc, comme vous avez pu le voir sur les statistiques tout à l'heure, la part du marché du cinéma coréen, donc, qui compose les 52% en 2015 par exemple, on peut dire que les fonds appartiennent surtout aux 4 grosses sociétés en fait. Ils sont distributeurs en même temps, mais aussi producteurs, et c'est eux exporteurs et ils font de l'export, pardon. Et du coup, c'est eux qui contiennent vraiment plus de 90% en fait du marché. De producteurs et d'investisseurs en Corée. 대부분의 한국 영화 제작자는 시나리오를 쓰고 감독과 함께 배우 캐스팅에만 성공해서 그 네 군데 메이저 회사로부터 투자를 받아야 됩니다. 그래서 투자를 받는 순간 자금에 대한 모든 문제가 해결됩니다.
Donc, par exemple, un producteur en Corée, il suffit, entre guillemets, d'écrire le scénario et de voir avec le réalisateur comment faire pour le casting. Et une fois que ces deux problèmes sont réglés, on va dire, il suffit en fait d'aller toquer à la porte de ces 4 gros investisseurs. Et une fois que le problème des investisseurs est réglé, tout va rouler après. 이 네 군데 회사는 CJ, 롯데, 쇼박스, 뉴라고 하는 네 군데 메이저 배급사입니다. Donc les 4 compagnies majeures, c'est évidemment, comme vous l'avez dit Damien tout à l'heure, c'est CJ et aussi Showbox et ensuite LOT. et Lotte et la dernière et New. NEW. 이 네 군데 회사는 약간의 차이는 있지만 대체로 비슷합니다. 그러니까 아까 말씀드린 대로 그 큰 시장, 여름과 겨울 그리고 명절을 겨냥한 큰 시장에 좋은 얼마만큼 유명한 배우들이 패키징되어 있느냐를 제일 중요시 여겨서 투자를 하게 됩니다. Donc il y a de petites différences entre ces 4 grosses compagnies, mais ça fonctionne quasiment sur le même modèle, c'est-à-dire qu'ils regardent surtout par rapport à la saisonnalité dans l'année. Et donc les plus grosses périodes, ça va être l'été, l'hiver et les périodes de fête. Et donc ils vont vraiment s'intéresser au packaging, si on peut dire comme ça, pour voir s'il y a des gros acteurs qui jouent dans le film, qui vont jouer dans le film, et c'est comme ça qu'ils vont choisir s'ils vont investir ou pas. 그래서 대기업이 이런 시장을 완전히 장악한 상황이지만 그 안에서 90년대, 2000년대 성장한 감독들이 나름대로 자기의 철학과 노하우를 가지고 히트작을 만들어내고 있는 구조라고 이해하면 될 것 같습니다. Vous pouvez effectivement dire comprendre que le marché actuel du cinéma coréen s'est développé dans les années 90-2000 avec ces réalisateurs qui ont pu être aidés par ces grosses compagnies. Et maintenant, ils ont leur propre philosophie et leur façon de faire pour essayer de développer des cinémas différents encore aujourd'hui. 시장이 이렇게 만들어지는 과정에서 그 한국의 영화진흥위원회가 문화부와 함께 한국의 관료들은 세계 시장에서의 그 성과를 중요시 여깁니다. 그래서 미국 영화와 경쟁 구도로 이해를 하고 중소기업을 위한 자금과 관객으로부터 거둔 돈조차도 이러한 대기업들이 시장을 독점해 나가는 데 사용시킨 것, 이것이 문제였다고 보고 있습니다. Et le problème, c'est que alors le COFIC effectivement essaye aussi d'investir pour les films indépendants et les cinémas à petit budget, mais sauf que le gouvernement en fait a une vision un peu différente, c'est-à-dire que le gouvernement coréen a considéré et considère encore aujourd'hui que le cinéma coréen doit faire face au cinéma hollywoodien américain. Du coup, ils essayent effectivement de pousser les gros mastodons pour qu'ils puissent investir vraiment que dans les films blockbusters commerciaux pour que le cinéma coréen puisse se développer en ce sens-là. 그래서 이렇게 독과점화되어 있고 단순화되어 있는 시장에서 어떻게 건강하고 다양한 영화를 만들어내느냐, 그것을 고민하는 게 지금 저희들의 고민입니다. Donc en fait notre problématique actuelle c'est vraiment comment essayer aussi de donner la chance aux petits films, aux films à essai, aux films indépendants, en sachant qu'il y a cette situation actuelle qui ne permet pas, qui ne donne pas la chance vraiment aux films indépendants. 영화 제작자본을 다양하게 만들어내는 것, 그것은 제작자들의 영원한 고민인 것 같은데 매우 복잡한 이야기이기 때문에 앞으로 시간을 가지고 조금 더 프랑스의 제작자들과 토론하고 싶습니다. C'est vraiment ma dernière, enfin c'est vraiment mon souhait aussi de pouvoir trouver des fonds différents, des investissements de différentes sortes, mais en fait le problème c'est qu'en Corée, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule façon quasiment unique de trouver des investisseurs, et je pense que c'est vraiment une question qui est innée chez tous les producteurs, et j'aimerais pouvoir en discuter plus profondément plus tard avec les producteurs français. 한국의 경우에 크라우딩 펀딩이 불가능했는데 올해부터 법으로 크라우딩 펀딩이 가능해져서 그것도 하나의 대안으로 생각하고 있습니다. Par exemple, il y a aussi une solution alternative sur le crowdfunding, par exemple, qui était interdit jusqu'à l'année dernière, mais ça y est, cette année, maintenant, ça a été légalisé. Donc, du coup, on essaye aussi d'avoir des fonds par ce biais-là. D'accord. Oui, je veux dire quelque chose. Enfin, par rapport
aussi, si on compare les deux systèmes, le système coréen et le système français, il n'y a en effet pas donc ce système de quotas en France. En revanche, ce qui frappe, c'est qu'à tous les niveaux, il y a un fléchage des investissements ou des préachats vers un certain nombre de critères objectifs de renouvellement. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Canal+. Canal+ met beaucoup d'argent dans le cinéma, mais déjà, il a des obligations d'investir dans un certain nombre de films en dessous d'un certain budget et le reste au-dessus d'un certain budget. Si je prends l'exemple des Sofica, pour amener des investisseurs privés qui sont des personnes physiques à investir dans nos fonds, en 85, il y a eu un avantage fiscal important qui a été donné. C'est-à-dire quand les gens investissent dans les fonds, ils obtiennent une réduction de leur impôt. Et en échange de cette réduction d'impôt, les fonds eux-mêmes doivent flécher, doivent déclarer une politique qui est de dire, bah voilà, je ferai par exemple un tiers de premier et deuxième film, je ferai la moitié de films à moins de 8 millions d'euros, enfin des critères objectifs comme ça qui flèchent nécessairement les investissements plutôt vers l'indépendance que vers les groupes. Et de fait, si on regarde sur une longue période, les investissements privés des Sofica se sont de plus en plus orientés vers les cinémas, des productions indépendantes, vers des premiers films, etc. Évidemment, ça n'aurait pas été un mouvement naturel. C'est-à-dire que c'est parce que dans le rapport à l'autorité de tutelle, on doit déclarer ce qu'on va faire, et en fonction de ce qu'on déclare, on est plus ou moins avantagé dans la manière dont on peut collecter les fonds. Est-ce que, justement, là, ce que vous pointez, c'est pas justement que vous avez mis en place un système qui défend votre cinématographie, mais sans discernement, savoir si elle est indépendante ou il y a des groupes, que ce soit des premiers films du renouvellement, ou pas? C'est-à-dire, est-ce que en fait, dans votre système, il n'y aurait pas juste le Kofi qui aiderait quelques films et puis le reste serait livré en fait au marché, et donc au marché, on regarde en effet ce qui a fonctionné dans le passé et on essaie de le reproduire dans le futur. 한국의 작은 영화가 투자를 받는 경우는 거의 대부분 영진이 지원 제도를 제외하고는 한국의 4대 그 필름 페스티벌이 있습니다. 우리가 잘 아는 부산 영화제를 포함해서 그 영화제들이 그 영화를 다양한 영화나 독립 영화를 지원하는 제도가 일부 있고요. 그다음에 지자체에서 역시 지자체 영상위원회가 영화를 지원하기도 합니다. 그 정도 제도가 있죠. Oui, en Corée, pour tout ce qui est cinéma indépendant, comme vous l'avez dit, c'est quasiment la majorité des investissements qui proviennent du COFIC, qui permet en fait au cinéma indépendant de se développer. Mais à côté, sinon, il y a aussi 4 gros festivals du cinéma en fait en Corée, notamment le PIF, etc. Et c'est aussi à cette occasion où on a la possibilité de découvrir des cinémas différents et indépendants. Et c'est aussi ces festivals en fait qui permettent aussi de collecter des fonds pour investir dans les cinémas indépendants. Et aussi, il y a aussi d'un autre côté les collectivités territoriales des différents départements en Corée qui aussi, comme le COFIC, a un système de subvention pour la production des films indépendants. 그러한 지원 제도의 문제도 있겠지만은 상영관 구조에 좀 그 다양한 영화를 트는데 근본적인 문제가 있다고 생각이 듭니다. 한국의 경우에. Et en Corée, je pense qu'aussi il y a un problème, par exemple, sur les systèmes des salles aussi également. 프랑스만 해도 독립영화관이 굉장히 많이 있는데 한국은 그 독립영화 전용관이 한 군데 정도, 시민들이 돈을 모아서 운영하는 곳이 한 군데 정도 있을 뿐입니다. Par exemple, en France, je sais qu'il y a il y a beaucoup de salles encore de cinéma à essai. En revanche, en Corée, on a malheureusement maintenant qu'une seule salle dans toute la Corée du Sud où la salle est en plus est financée, on va dire, par des particuliers. Voilà. Alors justement, est-ce qu'une des solutions, c'est pas la coproduction? On va pouvoir en parler et on va regarder en fait une bande-annonce de La Rivière Tumen que vous avez produite de Zhang Le. Surprise. Oui, justement, alors, 2 questions en une. Alors, quels sont les avantages, ça s'adresse aussi peut-être à Julien Ezano et Michel Blazanet, quels sont les avantages d'une coproduction avec justement la Corée du Sud, et comment ça s'est passé pour vous, Guillaume Decelle, pour le film de Zhang Le? Très bien. En fait, je vais commencer par un petit aparté qui est à l'origine de tout ça et de quasiment toutes les coproductions franco-coréennes. Je voudrais qu'on passe 1 ou 2 minutes à parler très précisément du festival de Busan, parce que madame a dit le BIF, mais il faut dire clairement les noms et les noms des gens, parce que
toute cette discussion a aussi des répercussions sur ce qui se passe politiquement aussi dans le cinéma en Corée, et en particulier dans sa représentation nationale et internationale, qui passe beaucoup par pas mal de festivals. Et le plus important est donc à Busan, au sud de la Corée du Sud, un festival qui a 20 ans, qui a été créé par Monsieur Kim, qui a été très charismatique, très fort, et en 10 ans qui a créé vraiment un des 3 ou 5 plus grands festivals au monde, ce qui est un fait extrêmement rare. Qui est devenu un carrefour très vite de toute la production asiatique, qui a dû passer la main parce qu'il avait plus l'âge, plus l'énergie, encore qu'il en a beaucoup, qui a passé la main il y a quelques années. Et depuis 1 an et demi, il se passe des choses assez dramatiques. Monsieur Lee, qui a pris la succession de Monsieur Kim, est menacé par l'État coréen et poussé à la démission pour des raisons assez politiques, de soi-disant de programmation d'un film sur le naufrage du bateau qui a coûté la vie à plein d'enfants. Et ça génère un grand débat et un grand malaise dans l'industrie du cinéma. Alors, c'était pas prévu que j'en parle, mais j'en parle parce que je fais du cinéma coréen, ou j'ai fait du cinéma coréen, parce que je suis allé à Busan depuis plus de 10 ans, à cause du travail de ces programmateurs, et je respecte leur liberté, même si je suis pas d'accord avec tous les films qu'ils invitent. Il est important que les programmateurs de festivals soient libres. J'espère que vous êtes tous d'accord. Et je tiens à rendre hommage et à Monsieur Lee et à Monsieur Kim, publiquement, personnellement. Je vais à Busan parce que il y a des films européens. Je ne vais pas pour ça. Je vais à Busan parce qu'il y a un marché de coproduction qui va faciliter les projets asiatiques, essentiellement, à trouver des coproductions. Et alors maintenant, ça s'appelle l'Asian Project Market, APM, mais dans le temps, ça s'appelait le PPP. Je pense que j'ai commencé avec le PPP. Le troisième film de Zhang Lu, qui est le premier qu'on a fait ensemble, était au PPP. Et en fait, tous mes films asiatiques, asiatiques au sens large, c'est-à-dire même des Turcs, des Kazakhs, des Géorgiens, j'y vais avec eux à Busan, sont souvent présentés donc en projet à Busan, sont souvent présentés quand ils sont finis à Busan. On essaie de les vendre là-bas, et c'est un label extrêmement important pour l'Asie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon réalisateur coréen. Je présentais un projet kirghize, Chant des mers du Sud, qui a dû sortir en 2009. Et lui présentait un 3e projet à la table d'à côté. On est généralement une trentaine. Et il avait déjà fait son 2e film, son premier film était à Locarno, son 2e film était à la Semaine de la Critique à Cannes, où travaillait ma femme, donc je l'avais vu. Et donc on se voit 3 mois après. Il présente d'ailleurs La Rivière Tumen en projet, et moi mon film kirghize. Finalement, on a fait un autre film entre-temps, parce que je ne sais plus bien pourquoi, mais on n'a pas fait celui-là tout de suite. On en a fait un autre qui s'appelle Yazgar, en Mongolie, et qui était assez chouette aussi, que Solaris a distribué. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de traité de coproduction, et c'était pas grave, parce que voilà, on va en parler à la fin, et je lancerai la balle à mes amis du CNC, parce que c'est toujours un débat intéressant. Les traités de coproduction servent souvent à essayer de faire des gros films, et en fait, moi je les twist, et pas mes petits amis aussi, et on s'en sert pour faire des petits films, et c'était pas l'objet au départ. On en reparlera à la fin. Les traités de coproduction me servaient à rien, et me servent toujours un peu à rien. Si on a envie de faire un film, on le fait, et grosso modo, quand un projet nous intéresse, parce que le réalisateur est intéressant, on essaie de trouver de l'argent public, des subventions. Quand ça marche, tant mieux, on le fait. Quand ça marche pas, c'est beaucoup plus compliqué. J'aimerais bien qu'un jour, on donne le micro à mon ami John Soo-il là-bas, parce qu'il en a plein à dire sur le réalisateur-producteur de Busan, justement, plein à dire sur la situation du cinéma indépendant et la façon dont on peut l'aider à survivre aujourd'hui. Toujours est-il qu'à l'époque, c'était possible d'avoir des subventions. On l'a fait. On l'a fait aussi du côté coréen, c'est-à-dire que le COFIC avait réellement un concours très organisé, et pour les jeunes talents, et pour les talents plus confirmés, ou en fait même les talents de la diaspora. Alors ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais oui, la Corée a été très forte pour soutenir sa diaspora, c'est-à-dire les Coréens qui ont vécu ailleurs. Si Couleur de miel, je crois qu'on en a parlé, je crois qu'ils ont bénéficié aussi de ce système-là. Le COFIC aide en fait les enfants qui ont été adoptés il y a 30, 40, 50, 30 ans, et qui aujourd'hui font des films souvent sur leur rapport à la Corée. Bon, moi, je ne fais pas ça, je travaille en fait avec un Chinois d'ethnie coréenne, qui s'appelle donc Zhang Lu, qui est plus chinois d'ailleurs que coréen, mais il est coréen assez pour être considéré comme coréen par les Coréens, donc c'est pratique, et qui maintenant enseigne en Corée.
et qui fait des films souvent à la limite de la Corée. Donc Yasgar, c'était à la limite mongolo-chinoise, parce qu'il n'y a pas de frontière entre la Mongolie et la Corée, et la rivière Tumen entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième film qu'on a fait ensemble, on a même eu Arte avant de tourner, et ça c'était chouette, parce que tout d'un coup ça nous a rendu fort. Le financement commençait à être un peu intéressant, même si c'est pas un blockbuster, hein, vous avez bien compris en voyant la bande-annonce. Mais on l'a fait dans des bonnes conditions et on était tous contents. Alors pour finir avec cette histoire de traité et dans quelle direction allons-nous, c'est vrai qu'un traité de coproduction, ça sert c'est censé faciliter les grosses machines, c'est-à-dire Canal+, ou Studio Canal, ou CG, Showbox, mettons tous 5-6 millions sur la table, sauf que non, ça marche jamais comme ça en vrai. Le système coréen est relativement fort, ou même peut-être trop fort domestiquement. Donc en fait, les Français, ils n'ont pas trop le droit d'y entrer. Les groupes français essayent, mais ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils regardent beaucoup plus sur la Chine, qui est un Eldorado encore plus intéressant que le système coréen, qui reste assez fermé. Et finalement, c'est des petits gars comme moi qui finissent par faire des petits films à 1 million, avec éventuellement Arte, et les producteurs coréens me disent à Busan tous les ans mais non, mais arrête de parler de tes films, c'était pas du tout ça l'objet, c'était pas du tout à ça que ça devait servir. C'était censé servir à faire des films policiers et tout ça. Et effectivement, finalement, le seul deuxième marché qui existe aujourd'hui, et grosso modo c'est Wild Style qui le fait, c'est des films de genre, c'est-à-dire avec des bastons ou des polars un peu là, qui marchent un peu en salle et qui marche surtout en DVD et peut-être demain en VOD, et le business fonctionne pas trop mal. Donc en fait voilà, un jour vous répondrez à cette petite provocation sur à quoi servent les traités au fond, mais pour finir, et ma belle conclusion, j'aime bien essayer d'être optimiste, je voudrais juste rebondir moins diplomatiquement sur le problème du renouvellement des talents. Qui connaît les 2 premiers films de Bong Joon-ho, celui qui a fait Le Transpersonnage et The Host? Allez, le premier. Voilà, Barking Dogs et Memories of Murder en 2000, enfin dans les années 2000. Et c'est extrêmement important de se rendre compte que les grands auteurs d'aujourd'hui ont quand même fait des petits films qui n'étaient pas des gros succès. Le premier, voire même le deuxième, qui est plutôt un film de festival magnifique, Memories of Murder, avant d'arriver à The Host et Transpersonnage. Et je pense que clairement, le problème d'aujourd'hui de la Corée, mais pas que de la Corée, hein, de pas mal de territoires qui sont devenus forts, c'est de penser au court terme, mais pas forcément au renouvellement des talents, qui est un investissement sur 10-20 ans. Et c'est dramatique qu'il n'y ait plus ce concours du COFIC. Et c'est dramatique qu'aujourd'hui, moi je vois à peu près 10, 15, 20 films coréens chaque année à Busan. Je les vois tous, je parle avec les programmateurs. On est d'accord, c'est pas terrible. Il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas les moyens. Alors il y a 1 ou 2 films sauvages faits avec $50 000 qui est vaguement intéressant, mais c'est plus du tout structuré. Les mecs n'arrivent plus à vivre. Et John Swill pourra tout à fait le confirmer. Et je crois que le dernier gars intéressant que j'ai vu il y a 2-3 ans, il s'appelait Omuil. Il a fait un film magnifique en noir et blanc qui s'appelait Giselle, qui est passé moyennement sous le radar à Busan. Tout d'un coup, il est invité par Sundance. Il gagne le Grand Prix à Sundance. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il a fait un autre film derrière, encore plus difficile. Alors, à sa décharge, c'est vrai qu'il fait des films un peu théâtraux, expérimentaux, compliqués. Moi, j'aime bien. Et il continue dans cette voie-là, donc c'est difficile. Toujours est-il qu'il n'a aucun soutien, à part un tout petit soutien régional et sa petite troupe de théâtre dans une région qui a une langue en plus particulière à l'intérieur de la Corée. Et il n'a aucun soutien. Et je ne sais même pas comment il survit. Et c'est dramatique. Voilà. Et donc il faut trouver des moyens de les aider. Et je cherche et je ne trouve pas. Oui, peut-être Michel ou pour répondre tac au tac. Non, mais c'est un vaste sujet. Mais c'est vrai que moi je suis un peu comme Guillaume, il y a du cinéma que j'aime bien, et puis il y a du cinéma qu'on peut financer, c'est pas toujours la même chose. On voit bien là, en Corée, que les producteurs se posent une question que les producteurs français se posent pas souvent, qui est est-ce que je peux gagner de l'argent avec un film? C'est la rentabilité du cinéma. Donc, alors heureusement, pour beaucoup de films, et y compris pour des films étrangers, il y a des outils, il y a des aides publiques qui permettent d'aider des auteurs. On peut applaudir Guillaume Delaboulet qui vient d'entrer dans cette salle,
car il a été soutenu pour un excellent projet coréen, enfin franco-coréen maintenant. Et puis, malheureusement, bon, donc, s'agissant de la Corée, qui est éligible à l'aide au cinéma du monde, dont vous avez sûrement entendu parler, il y a peu de projets qui nous sont présentés aujourd'hui. En fait, 2 projets ont été présentés et ils ont été soutenus tous les deux. C'est dire d'abord un taux de succès absolument phénoménal, mais la qualité des projets qui sont présentés. Mais il y a malgré tout plein d'écueils dans cette relation de coproduction. L'accord, effectivement, il existe, il est censé faciliter la coproduction. L'idée d'un accord de coproduction, qui n'est pas un outil magique, c'est que enfin, la philosophie d'un accord de coproduction, c'est que le film qu'on fait ensemble dans le cadre de cet accord devient un film binational, entre guillemets. Enfin, l'idée, c'est qu'il puisse accéder au système de soutien des 2 pays. Encore faut-il au système de financement des 2 pays, encore faut-il qu'il y en ait des 2 côtés. C'est souvent des relations très déséquilibrées parce que autant la France a énormément d'outils de financement, autant en général assez peu dans nos pays partenaires. Mais le fait de valider l'accord, d'une certaine manière, ouvre quand même un certain nombre de portes. Alors c'est plus ou moins vrai selon les films, parce qu'effectivement en France, par exemple, vous avez un certain nombre de financements qui, en théorie, seraient ouverts aux auteurs coréens qui coproduisent avec nous, qui en réalité leur sont fermés, par exemple pour des questions de langue de tournage. Comme vous le savez, en France, l'avance sur recette, les investissements des chaînes pour l'essentiel, et les crédits d'impôt, le crédit d'impôt, sont verrouillés par l'emploi de la langue française. Et les SOFICA. Et les SOFICA, alors, sauf que toi, tu as des possibilités sur des films européens. Mais pas coréens. Ouais. Mais pas coréens, voilà. Donc effectivement, ce sont des avantages théoriques, mais il y a malgré tout des possibilités. Voilà. Avantage intéressant, peut-être qu'on peut trouver ça dérisoire, moi je pense que c'est pas dérisoire, mais c'est que par exemple un film qui est coproduit de manière officielle donne accès aux producteurs, aux distributeurs, au soutien automatique. Pour un distributeur, quand il sait que le fait de sortir un film coproduit lui rapporte 1 euro de soutien par entrée vendue, c'est un encouragement qui me semble sérieux. Ensuite, c'est vrai que l'accès à beaucoup de financement donc, est, comme je le disais, conditionné par la langue française. Alors, heureusement, la France a un outil de financement qui est ouvert aux auteurs coréens qui travaillent dans leur langue et dans leur pays, qui est l'aide au cinéma du monde, dont j'en parlais un instant. Voilà, c'est pas des sommes mirobolantes, mais dans certains cas, pour des films qui ont des budgets raisonnables, ça peut être un déclencheur. Le montant moyen de l'aide au cinéma du monde aujourd'hui, c'est autour de 135 000 euros par là, 130 000 euros, sachant donc quand cette aide est octroyée, mettons que ce soit pour ce montant-là, la moitié du montant, 65 000 euros, doivent être dépensés pour de la dépense française. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres, depuis que l'accord de coproduction a été signé, en 2006, c'est ça Julien, seuls 2 films franco-coréens ont été agréés, donc le film coproduit par Guillaume et puis le film de Denis Lecomte, Une vie toute neuve. Voilà, et ça c'était en 2009 et depuis aucun n'a été agréé. Alors après, comme disait Guillaume, on peut très bien travailler en dehors d'un accord de coproduction. La preuve, les 2 films donc aidés par le Cinéma du Monde, dont celui coproduit par Guillaume de la Boulay qui est dans la salle. Voilà. L'autre film étant Black Stones, un film qui est coproduit en France par Antonin Dedé. Voilà, il y a des possibilités de travailler ensemble. Donc l'accord de coproduction, effectivement, c'est pas l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, il y a des coproductions qui se font avec des pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord de coproduction. Bien entendu. Donc, voilà. Mais est-ce que vous ne croyez pas que... Ça vient d'ici, pardon. Là, en fait, vous êtes plutôt en train de parler du cinéma du monde, c'est-à-dire en fait des cinémas qui ont du mal à faire leur cinéma chez eux et qui, du coup, viennent s'appuyer sur le système français qu'on soutient pour une raison de diversité, et un accord commercial qui est un accord de coproduction. Quand on regarde les accords de coproduction qui marchent, par exemple, avec le Canada, avec l'Allemagne, etc., en fait, c'est un système qui permet
pleinement de bénéficier des deux côtés des systèmes. C'est-à-dire que si on prend le Canada par exemple, on a Téléfilm Canada, on a la Sodec, on a un système, les chaînes achètent moins mais elles achètent quand même, et du coup quand on fait un film en coproduction, on bénéficie pleinement des deux systèmes, alors que là il y a clairement, je pense, un malentendu entre d'un côté les films indépendants coréens qui n'arrivent plus à se produire du côté coréen qui viennent ici, et un accord commercial qui pourrait à mon avis être amélioré pour prendre en considération les deux systèmes. Le fait que le film devienne coréen comme le film devienne chinois dans l'accord franco-chinois, l'avantage central, en tout cas pour la Chine, c'est d'avoir accès à des financements mais qui ne sont pas encadrés, donc ce n'est pas tellement un sujet, mais c'est surtout d'avoir accès au marché chinois, c'est-à-dire de pouvoir être exploité sur les écrans. Dans un accord de coproduction, on aurait accès aussi aux 72 jours qui restent pour le film qui serait coproduit. Mais pour ça, il faut bien rentrer dans un accord de coproduction. C'est pour ça que le système de points n'est pas si mal foutu, parce qu'en fait, c'est ce qui nous oblige à collaborer. C'est ce qui oblige à mettre peut-être un chef opérateur coréen et un chef opérateur son français, d'aller collaborer sur le scénario, d'aller collaborer sur la musique, etc. Et ça, c'est ce travail-là qui, je pense, devrait être plus encouragé. Quand on prend l'accord franco-canadien, il y a un mini-traité qui vient abonder spécifiquement, le traité franco-allemand vient abonder spécifiquement. Sur le côté européen, il y a d'autres pays qui ont été aidés de cette manière-là. Et je crois que si on veut développer ces coproductions, qui soient des films du milieu, qui ne soient pas évidemment forcément les blockbusters qui n'ont pas besoin de ce traité, il faut améliorer les choses par rapport à ça. Oui, il y a un vaste sujet. Hein. Bon, la relation franco-allemande, effectivement, elle a été alimentée par ce mini-traité, c'est-à-dire de l'argent qui a été injecté dans cette relation, et en fait, on a fait très peu de films franco-allemands. La relation franco-canadienne, c'est très particulier, parce que le Canada est une espèce de pompe aspirante à prestations, avec des crédits d'impôt invraisemblables qui sont ultra attractifs et qui sont très ouverts. Donc là, c'est aussi une relation qui est très particulière. Mais il y a des crédits d'impôt en Corée, hein, de la même manière. Alors, oui, tout à fait. Enfin, ça appartient vraiment aux producteurs de voir s'ils ont une raison de travailler ensemble. Toi-même, d'ailleurs, tu avais un projet. T'en as un en cours. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je sais pas pourquoi t'en parles pas. Mais je vais en parler. J'avance tapis dans l'ombre. Bon. Non, mais chaque relation de coproduction est une relation très particulière. La relation avec l'Australie est aussi très liée au fait qu'il y a un crédit d'impôt extrêmement attractif en Australie. L'Afrique du Sud, c'est la même chose. Voilà. Il faut. En France, l'accès au financement n'est pas aussi simple, ça c'est vrai, parce que ce sont des financements qui sont, comme je le disais tout à l'heure, largement conditionnés par la langue française, et les crédits d'impôt ne sont pas aussi facilement accessibles qu'en Belgique ou au Canada. Mais enfin, cette idée effectivement des accords qui est d'encourager la coopération entre les équipes, c'est vrai que ça ne peut pas se faire avec des tout petits films. C'est parce que c'est effectivement les coûts des salaires et des prestations françaises sont tels que c'est difficile. Alors il y a Guillaume qui peut vous dire le contraire, parce qu'on peut faire du son pas cher en France. Ouais, mais ça suffit pas. Désolé, je vais devoir couper parce qu'on est pris par le temps. Mais c'est quoi la météo? Est-ce qu'on peut juste finir avec leurs prévisions de collaboration Vraiment, on pourra pas. On essaiera d'en discuter pendant le déjeuner où on se retrouvera tous, mais on est pris par le temps. On a une invitée exceptionnelle. Donc voilà. Merci encore pour cette première table ronde. J'espère qu'on vous a donné un bon aperçu de la production coréenne. Merci bien. Donc nous allons accueillir maintenant Isabelle Huppert qui va pouvoir nous partager son expérience du tournage du film de Hong Sang-soo, In Other Country. Donc on l'attend avec impatience.